Le contrôle spinal des réflexes médulaires, s'il vous plaît. Faites les petites introductions, on va passer très rapidement parce qu'on vient tout juste de les voir. Regardez, le réflexe myotatique, son organisation, on vient de la voir. Il faut aller voir le cours sur le réflexe myotatique. Dans certaines circonstances, le mouvement résulte d'une excitation périphérique et se déroule sans l'intervention volontaire du sujet. C'est l'activité réflexe dont les centres de régulation sont essentiellement situés dans la moelle et dont les mécanismes sont relativement bien connus. Mais les expériences dans les années 1900, Sherrington, Lloyd, etc. D'accord? Donc, le contrôle des activités réflexes ne dépend pas des centres supérieurs, il s'arrête au niveau de la moelle épinière. L'activité réflexe peut résulter directement d'une stimulation sensitive. Une telle réponse motrice involontaire constitue un réflexe. Le support anatomique qui la représente est dit arc réflexe. Le substrat anatomique d'un réflexe musculaire, il s'appelle arc réflexe. Il est constitué de 5 parties, le récepteur, la fibre afférente, le centre nerveux, la fibre efférente et l'organe effecteur. La lésion de l'un de ces éléments supprime le réflexe. Il doit quand même y avoir une intégrité de tout le substrat anatomique. La plupart des réflexes ont une origine proprioceptive ou cutanée. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu deux réflexes dans le cours précédent. On avait vu le réflexe ipsilatéral de flexion et le réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, son récepteur, c'était un récepteur proprioceptif. Et le réflexe ipsilatéral de flexion, c'était un récepteur nociceptif. Extéroceptif, nociceptif. Au cutané, contribuant largement à l'efficacité des mouvements, aussi bien qu'au contrôle de la position debout, de la marche, de la course, des sauts et de la plupart des activités motrices. Il y a une coordination. D'accord? La localisation du récepteur détermine le type d'activité musculaire, réflexe et le mouvement associé. Si c'est un récepteur cutané, c'est clair que ce sera un réflexe nociceptif, ipsilatéral de flexion, par exemple. Si c'est un récepteur proprioceptif, ce sera un réflexe myotatique. D'accord? Donc la localisation participe à la détermination du type de réflexe. Donc voilà les 5 parties de l'arc réflexe. J'aurais préféré qu'on fasse ça. Mais le centre de l'olio et on met ici l'effecteur. D'accord? Parce que l'effecteur et le récepteur sont généralement situés sur le même membre. Très bien. On parle de arc. C'est quoi un arc? Un arc, c'est ça. C'est quelque chose qui part et qui revient. Comme un boomerang. D'accord? Organisation générale de l'arc réflexe. Si le substrat anatomique nécessaire et dont l'intégrité est obligatoire pour l'activité, il est constitué d'un versant efférent et d'un centre réflexe. Le versant afférent, c'est le récepteur plus la voie afférente, récepteur qui reçoit le stimulus et dans lequel l'énergie physique ou chimique est transformée en énergie électrique. La voie afférente, le centre qui va jouer le rôle d'intégrateur. Le versant efférent, qui est constitué de la voie efférente et de l'effecteur. Tout ça, on vient de l'étudier en détail avec le cours précédent. La classification des réflexes, on vient de la voir, selon le stimulus et la nature, selon l'organisation, selon le type de réaction déclenchée. On vient de les voir quand on saute. Très bien. Et là commence notre cours. D'accord? C'est ici que commence notre cours. Les différents circuits de la moelle épinière participant à l'élaboration des réflexes médulaires sont soumis à une régulation. Ils sont régulés par d'autres circuits spinaux qui peuvent être segmentaires ou intersegmentaires. Ça veut dire quoi segmentaire? Segmentaire, c'est-à-dire appartenant au même étage de la moelle épinière. Appartenant au même segment de la moelle épinière. Intersegmentaire, c'est-à-dire que les différents étages, que les différents segments de la moelle épinière vont s'entraider pour se réguler les uns les autres. Pour se réguler les uns les autres. D'accord? Très bien, très bien. Nous allons voir
les 5 systèmes intervenant dans la régulation segmentaire des réflexes médulaires. Donc, on a 5 systèmes de régulation. 5 systèmes de régulation segmentaire. On va commencer par l'inhibition réciproque. Inhibition réciproque. Le contrôle inhibiteur disynaptique par la fibre 1A sur le motoneurone alpha du muscle antagoniste. L'inhibition réciproque, vous la connaissez tous. D'accord? Vous vous souvenez de l'interneurone inhibiteur. Donc, le phénomène par lequel j'inhibe le phénomène par lequel j'inhibe le muscle antagoniste par un interneurone inhibiteur, هذه هي l'inhibition réciproque. Réciproque معناتها متبادلة. Elle est réciproque, échangeable entre un muscle et un muscle, entre les deux muscles antagonistes. Parce que si j'ai deux muscles, le muscle 1 et le muscle 2, ce sont des muscles antagonistes. Il faut savoir que l'activation du 1 inhibe le 2 et l'activation du 2 inhibe le 1. Donc c'est une inhibition réciproque. D'accord? Lorsqu'un groupe de neurones ayant des fonctions données est activé par voie nerveuse, les neurones des fonctions opposées sont généralement inhibés avec S. Ce phénomène est notable pour l'ensemble des réflexes. C'est le principe de l'inhibition réciproque de Schelling. Lorsque je prends un neurone qui va stimuler un muscle ou exciter un muscle agoniste, le muscle antagoniste est lié à des neurones. Les neurones vont être inhibés. Les muscles antagonistes vont être inhibés. Classe, vous êtes d'accord? Ils vont être inhibés. Mise en évidence, la stimulation du bout périphérique, le bout qui n'est pas lié à la moelle épinière. La stimulation du bout périphérique d'un nerf musculaire entraîne au niveau du motoneurone des muscles antagonistes un potentiel postsynaptique inhibiteur qui se présente sous forme d'une hyperpolarisation locale, graduable et sonore. Le PPSI. Vous vous souvenez des caractéristiques des PPSE et des PPSI? C'est des potentiels locales, sonores, qui peuvent subir une sommation temporelle, une sommation spatiale, qui sont graduables. D'accord? Sa latence est toujours plus longue qu'un délai synaptique par rapport à celle d'un PPSE, ce qui laisse supposer que la connexion entre les fibres 1A et les motoneurones alpha des muscles antagonistes passe par des synapses. Allez, s'il vous plaît. Regardez. Quelle est l'inhibition réciproque? C'est le réflexe classique qu'on avait étudié au lycée. Comme vous voilà, la fibre sensitive, la fibre 1A, elle va monter, elle est afférente, elle va monter vers et aller vers la racine dorsale, elle va aller dans la moelle épinière. Dans la moelle épinière, elle a deux connexions. Une connexion avec un motoneurone inhibiteur et une connexion directe avec le motoneurone alpha. Donc elle va stimuler directement son motoneurone alpha, ou elle va aussi stimuler un interneurone inhibiteur. L'interneurone inhibiteur, une fois stimulé, il va inhiber le motoneurone alpha du muscle antagoniste. Et on vous dit que le temps de latence entre la fibre 1A et le motoneurone alpha agoniste, il est plus court que le temps de latence entre la fibre 1A et le motoneurone alpha du muscle antagoniste. Qu'est-ce qu'on déduit? Que dans le muscle agoniste, la fibre nerveuse efférente, elle passe par une seule synapse. Alors que pour le muscle antagoniste, la fibre nerveuse passe par plusieurs synapses. C'est le principe du interneurone inhibiteur. C'est le principe de l'interneurone inhibiteur. Donc, comment ça se passe, la régulation ou l'inhibition réciproque? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une fibre afférente 1A. La fibre afférente 1A va arriver au niveau de la moelle épinière. Elle va créer des connexions. Elle va créer deux connexions. Une connexion directe avec le motoneurone alpha du muscle agoniste, du muscle où elle a été stimulée. Elle va le stimuler directement. C'est une réponse de stimulation.
elle va aussi avoir une connexion avec un interneurone. Un interneurone inhibiteur qui est lié au motoneurone alpha du muscle antagoniste. Et où est l'interneurone, la fibre 1A? La fibre 1A, elle va stimuler. Elle va stimuler qui le motoneurone alpha agoniste, qui l'interneurone inhibiteur. Mais l'interneurone inhibiteur, une fois stimulé, il va inhiber le motoneurone alpha du muscle antagoniste. Il va inhiber le motoneurone alpha du muscle antagoniste. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Non? Je reprends. Regarde ici. Ils sont en train d'étudier le fonctionnement d'un réflexe. Lorsque je stimule un réflexe myotatique. Je réalise un étirement, une fusion neuromusculaire, il y aura une fibre 1A qui est stimulée. La fibre 1A, c'est quoi? C'est une fibre sensitive. Elle va réaliser des connexions au niveau de l'organe épinière. Elle va réaliser deux connexions. Une connexion avec le motoneurone alpha et une connexion avec un interneurone. La connexion avec le motoneurone alpha, c'est le motoneurone alpha agoniste. Car l'organe où elle a été stimulée, la fibre 1A. Qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va le stimuler. Elle va le stimuler pour ça la contraction. D'accord? Il a la contraction. Une contraction. Pour que cette contraction soit efficace, je dois en même temps inhiber le muscle antagoniste. Comment je peux inhiber le muscle antagoniste? C'est en activant l'interneurone inhibiteur. Donc, quand je suis dans la fibre 1A, elle va réaliser deux connexions. Une connexion avec le motoneurone alpha qu'elle va activer, mais aussi une connexion avec l'interneurone inhibiteur. Quand elle va activer l'interneurone inhibiteur, c'est l'interneurone inhibiteur qui va inhiber le motoneurone alpha du muscle antagoniste. Donc la stimulation de la fibre 1A va donner deux réponses. Une stimulation du motoneurone alpha agoniste et une inhibition à travers l'interneurone du motoneurone alpha antagoniste. Est-ce que vous avez compris? Donc deux connexions. Donc, on a l'expérience de Ham. Qu'est-ce qu'il a fait chez Rington? Il a stimulé au niveau de 1 an. Il a calculé la durée de latence pour les deux motoneurones alpha. Le motoneurone alpha agoniste ou le motoneurone alpha antagoniste. C'est d'accord? Le motoneurone alpha, au début du motoneurone alpha agoniste, qu'est-ce que je vais avoir? Un PPSE, petit stimulant. Ou le motoneurone alpha de l'antagoniste, je vais avoir un PPSI, petit inhibant. Il a calculé le temps de latence nécessaire. Bien le motoneurone alpha agoniste ou le motoneurone alpha antagoniste après stimulation de la même fibre 1A. La réponse électrique au niveau du motoneurone alpha agoniste apparaît beaucoup plus tôt au niveau du muscle antagoniste. Et donc, il a déduit que qu'il y a un interneurone vient la fibre sensitive 1A et le motoneurone antagoniste. Vous avez compris? Non. Oui. Oui, il y a une seule synapse bien la sensitive ou l'agoniste. Ou le réflexe. Non, je suis en train de l'inhiber, non. D'accord. Il est monosynaptique puisque je suis en train d'étudier le réflexe lui-même. L'inhibition du muscle antagoniste, elle fait intervenir un interneurone. Très bien. C'est une remarque très pertinente. Bravo. Est-ce que vous avez compris? Place? Très bien, très bien. Hi. Un interneurone, dit interneurone 1A, a été identifié, localisé dans la partie ventrale de la lame 7 de la moelle épinière. Il est innervé monosynaptiquement par les fibres 1A et exerce son action sur le motoneurone alpha du muscle antagoniste.
Comment? En libérant de la glycine. En libérant de la glycine. La glycine, c'est un neurotransmetteur inhibiteur, qui est le GABA. Vous vous souvenez, acétylcholine stimulateur en général, GABA inhibiteur, glycine inhibiteur. Donc l'interneurone hadaya qui va inhiber le motoneurone alpha antagoniste. Comment il va l'inhiber? Il va l'inhiber en libérant de la glycine. En libérant de la glycine. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Donc deux connexions, une connexion directe avec le motoneurone alpha agoniste et une connexion indirecte avec le motoneurone alpha antagoniste via un interneurone. Très bien, très bien. Sur le plan physiologique, dans l'arc réflexe, lorsqu'une fibre afférente exerce une action excitatrice sur le motoneurone du muscle agoniste, elle exerce une action inhibitrice sur le motoneurone antagoniste par l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur. Donc c'est une organisation générale. Oui, je veux stimuler un muscle, je dois inhiber le muscle antagoniste. Lorsque je stimule un muscle, la même fibre, elle ne peut pas en même temps stimuler une fibre et inhiber une fibre sans qu'il y ait un interneuron. Parce que regarde le principe, tu as un neurone et un neurotransmetteur. Un seul type de neurone, un seul neurone. Il ne peut sécréter qu'un seul type de neurotransmetteur. Donc, كيفاش يقدر واحد يستيموليه وواحد ينهبيه؟ Donc, لازم ندخل الانترنيرون entre la fibre sensitive. Voilà, elle ne peut pas synthétiser les deux en même temps. Donc, لازم ليه un interneurone inhibiteur entre la fibre sensitive et la fibre motrice antagoniste. D'accord? Très bien. Ce type de régulation s'observe aussi bien sur le réflexe myotatique que sur le réflexe ipsilatéral de flexion. Dans les deux, je vais avoir ces interneurones inhibiteurs avec les fibres nerveuses, avec les fibres musculaires antagonistes. D'accord? L'inhibition réciproque toujours. Dans le réflexe myotatique, on va élucider la notion par des exemples. Dans le réflexe myotatique, la fibre 1A exerce une action excitatrice sur le motoneurone alpha, innervant les muscles agonistes, dont elle provient. C'est une connexion monosynaptique. C'est la connexion monosynaptique qu'on avait étudiée sur les caractéristiques de réflexe myotatique. Et comme le réflexe myotatique, c'est un réflexe dont le récepteur est un propriocepteur. Ça, je suis allé qui est monosynaptique, qui n'a pas de délai de post-charge. Vous vous souvenez des caractéristiques locales, etc. Infatigable, d'accord? Résistant. Très bien, résistant, oui. Donc il est monosynaptique. La caractéristique monosynaptique, on la trouve où? On la trouve bien le NA ou le motoneurone alpha. Mais chez l'inhibiteur. D'accord? Cette même fibre 1A, elle a une action inhibitrice sur le motoneurone alpha innervant le muscle antagoniste par l'intermédiaire d'un interneurone. C'est une connexion désynaptique de synapse. Elle a besoin d'un interneurone. Donc, ça ne change pas, ce n'est pas contradictoire par rapport aux caractéristiques qu'on a vues la dernière fois. Tout à l'heure. Donc, ça ne veut pas dire que le réflexe myotatique n'est pas monosynaptique. Si, il est monosynaptique, puisqu'il n'existe qu'une seule synapse entre la fibre nerveuse et la fibre musculaire agoniste. D'accord? Dans le réflexe de flexion, au niveau ipsilatéral, un axone afférent, ARF, active par ses collatérales deux interneurones ipsilatéraux. L'un excitateur activant les motoneurones des muscles agonistes, l'autre inhibiteur inhibant les motoneurones antagonistes. Vous voyez maintenant, quand on avait étudié le réflexe ipsilatéral de flexion, on avait dit que les fibres sensitives. Quelles sont les fibres sensitives
du réflexe. C'est latéral de flexion. Non. 2, 3, 4. A delta. A delta et C. C'est des nocicepteurs. C'est un réflexe douloureux. C'est un récepteur douloureux. Le récepteur douloureux, il est lié aux fibres A delta et C. Donc on avait dit que c'était les fibres A delta et C, où on pouvait aussi les appeler 2, 3 et 4. Ça ou là? Très bien. Donc les fibres sensitives, elles sont liées toujours par les intervalles. Que ce soit avec la fibre motrice agoniste, avec le motoneurone agoniste, ou là avec le motoneurone antagoniste. Dans les deux cas, il est lié à travers un interneurone. Et c'est pour cela qu'on dit, que c'est un réflexe polysynaptique. Donc, c'est quoi la conclusion avec laquelle on peut sortir? C'est que pour dire qu'un réflexe. Ah, pourquoi il klaxonne d'ailleurs? Pour dire qu'un réflexe est monosynaptique ou la polysynaptique, il faut voir son interaction avec la fibre motrice, avec le motoneurone agoniste. Ah oui, pour décider si le réflexe est monosynaptique ou bien plurisynaptique ou la polysynaptique, il faut voir le type de connexion entre la fibre sensitive et le motoneurone alpha du muscle agoniste. Il est qu'il y a une seule synapse sans interneurone. On dirait qu'il est monosynaptique. Il y a plusieurs, on dirait qu'il est polysynaptique. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Place. Au niveau contralatéral, les interneurones, s'il vous plaît, concentrez-vous sur une nouvelle mention. Au niveau contralatéral, les interneurones émettent des collatérales de leurs axones qui croisent la ligne médiane et qui vont dans l'hémimoelle du même segment et exercent des effets inverses. Le réflexe ipsilatéral de flexion. Le réflexe ipsilatéral de flexion. J'aurai des interneurones qui vont aller dans l'autre côté de la moelle et qui vont exercer des effets exactement inverses. C'est-à-dire qu'ils vont inhiber les agonistes et stimuler les antagonistes. Donc, qu'est-ce que je vais avoir dans le membre contralatéral? Si j'ai une piqûre à droite, le doigt droit, qu'est-ce que je vais avoir? Un retrait flexion de tout le membre supérieur droit et une extension du membre gauche. Pourquoi? C'est pour garder l'équilibre de mon organisme. Est-ce que vous imaginez que les deux tirent là ou ils tirent au retour? J'aurai une perte de l'équilibre et un risque de chute. Alors que quand je réalise ce mouvement, c'est un moyen de rééquilibrer l'organisme interne. Même si je chute, je chute sur mon bras. D'ailleurs, c'est la principale cause de fracture du membre supérieur. La fracture de l'extrémité supérieure, de l'extrémité distale, du radius, le bout d'encore. D'accord? Oui, donc il y aura des effets inverses, des effets contraires au niveau des muscles antagonistes du même membre, mais aussi entre les deux membres. Ah, et si on peut résumer très rapidement, j'ai une stimulation nociceptive au niveau du membre supérieur droit, au niveau du doigt droit. Quel réflexe je vais faire introduire? Le réflexe ipsilatéral de flexion. Quels sont les récepteurs qui sont introduits? Les nocicepteurs. Très bien. Quelles sont les fibres nerveuses sensitives? A delta et C. Ou là, 2, 3 et 4. Quel est le centre? La moelle est finie. Quelles sont les fibres motrices? Quels sont les organes effecteurs? Agonistes. Et c'est quoi? C'est les muscles fléchisseurs.
On est puisqu'on a le membre supérieur, très bien, c'est le biceps brachial. Les autres fléchisseurs, les muscles de la roche antérieure de l'avant-bras. C'est quoi le résultat? C'est une stimulation des muscles agonistes au niveau du membre supérieur droit, avec une inhibition du muscle antagoniste au niveau du membre supérieur droit, avec comme résultat le retrait de l'enfant. Dans le membre contralatéral, j'aurai une stimulation des muscles antagonistes qui sont les extenseurs et une inhibition des muscles agonistes qui sont les fléchisseurs. Le résultat, c'est quoi? C'est l'extension du membre supérieur gauche. Le contraire fait le côté droit. Vous avez fait le côté stimulé. Voilà? Vous êtes d'accord? Tout le monde? Bravo. Très bien. Donc voilà. Regardez ce schéma qui résume très bien la situation. Donc tout commence ici. La stimulation. Check. Il y aura une fibre nerveuse sensitive qui va monter vers la moelle épinière et elle va réaliser des connexions. On vous montre ici 4 connexions. 4. Pourquoi 4? Parce que j'en ai 2 avec le membre homolatéral et 2 avec le membre contralatéral. 2 interneurones pour le membre homolatéral. C'est un interneurone excitateur et un interneurone inhibiteur. L'excitateur va stimuler les agonistes de flexion. L'inhibiteur va inhiber les motoneurones alpha antagonistes. Les 2 autres interneurones vont aller vers d'autres interneurones. Un interneurone inhibiteur qui va inhiber les muscles agonistes de flexion et un interneurone excitateur qui va stimuler les antagonistes d'extension. Donc le résultat c'est quoi? C'est une flexion au retrait du membre où il y a eu une stimulation et une extension du membre antagoniste ou du membre contraire. Classe contralatéral. Très bien. On va terminer avec l'inhibition réciproque. On va voir la cellule de Renshaw. On arrête un cap pour que les gens puissent se situer.